Salut, c'est Zaba, et voici les portes, les passages et les pièces secrètes les plus mystérieuses qui se cachent dans les monuments les plus célèbres et dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. La porte secrète de Machu Picchu. Imaginez tomber sur une porte cachée, un portail vers un monde perdu, un lieu où des secrets anciens et des trésors inexplorés reposent. Et c'est exactement le mystère fascinant qui entoure une porte secrète à Machu Picchu. Les archéologues sont interdits de fouiller autour de cette porte, et le public est maintenu dans l'ignorance quant à son contenu. Certains croient que derrière la porte se trouve un trésor d'une valeur inestimable, peut-être même la momie du célèbre empereur inca Pachacutec. Pachacutec, aussi appelé Pachacuti, l'un des souverains les plus vénérés des Incas, a fondé l'empire vers 1450 de notre ère. Sa tombe serait une découverte historique majeure. Cependant, les autorités de Machu Picchu interdisent toute tentative d'ouverture de la porte, affirmant que cela pourrait causer des dommages irréversibles à l'intégrité structurelle du site. L'attrait de ce qui se cache derrière cette porte reste irrésistible pour les archéologues. C'est l'équivalent d'offrir à un enfant le dessert le plus délicieux, mais de lui dire qu'il est juste là pour être admiré. Mais et si quelque chose de vraiment effrayant se trouvait derrière la porte ? Et si l'ouverture de la porte libérait un mal qui ne pourrait jamais être contenu à nouveau? Et si ceux qui l'ouvraient étaient frappés par une malédiction, comme l'équipe qui a ouvert la tombe du pharaon Toutankhamon? Bon, oublions un peu les superstitions. La porte secrète est située dans le secteur urbain de Machu Picchu, considéré comme principalement résidentiel, bien qu'il soit peu probable que quelqu'un ait scellé l'entrée de sa propre maison. L'emplacement caché de la porte et l'acte délibéré de la sceller suggèrent une finalité dépassant une simple utilisation domestique. La porte a été découverte en 2010 par l'ingénieur français David Crespi qui a utilisé une technologie infrarouge pour révéler une cavité derrière les briques. La théorie la plus populaire est que cette cavité pourrait être la tombe de l'empereur Pachacutec. Mais malgré ces possibilités fascinantes, les autorités restent fermes dans leur refus de laisser les archéologues briser la porte. Les secrets de l'autre côté demeurent donc l'un des mystères les plus persistants de Machu Picchu. Mais si quelqu'un a une hypothèse quant à ce qui pourrait se cacher derrière cette porte, je suis preneur. Le sphinx qui se creuse la tête. Vous connaissez tous l'expression se creuser la tête, mais apparemment quelqu'un l'a vraiment prise au sérieux pour le sphinx. Ce gigantesque monument, situé près de la grande pyramide de Gizeh, a tellement de trous dans la tête que c'en est presque inquiétant pour son intégrité structurelle. Alors que certains trous sont facilement expliqués et mènent à des impasses, d'autres sont bien plus intrigants. Et vous avez peut-être même déjà entendu les légendes qu'un de ces trous, soit dans la tête du sphinx, soit dans son corps, mène à une sorte de bibliothèque mystérieuse sous le complexe de Gizeh. Certains pensent même qu'il y a des chambres à l'intérieur de la tête du sphinx, un peu à l'image de l'appartement secret de Gustave Eiffel à 276 mètres du sol dans la tour Eiffel. D'ailleurs, on en reparlera dans la vidéo. Et près de l'arrière de la tête du sphinx se trouve un trou percé directement dans son dos. L'archéologue Howard Weiss a foré dans la structure dans les années 1840, espérant trouver des chambres cachées à l'intérieur. Il a creusé jusqu'à environ 8,20 mètres de profondeur avant que sa tige de forage ne se coince. Il a ensuite inséré de la poudre à canon dans le trou pour tenter de l'élargir. Assez radical comme technique. À l'époque, il semblerait que les archéologues étaient un tout petit peu plus détendus quant à la préservation des vestiges anciens. Heureusement, il a finalement abandonné avant de faire exploser toute la tête du sphinx. Et en 1978, le trou qu'il avait foré a été dégagé par l'égyptologue moderne Zahi Hawass, une figure majeure dans le domaine, et à l'intérieur, ils ont trouvé un morceau de la coiffe du sphinx. Et au sommet de la tête du sphinx, un autre trou de forme carrée mesure environ 50 cm de côté et 1,8 m de profondeur. Personne ne sait à quoi servait ce trou, il ne semble mener nulle part. Aujourd'hui, il est recouvert d'une trappe en fer et certains pensent qu'il a été utilisé pour fixer une immense coiffe en pierre sur le sphinx, tandis que d'autres croient qu'il menait autrefois à une chambre cachée. Aucune preuve d'une telle chambre n'a cependant été trouvée. Mais il y a aussi des puits. Le puits C, situé à l'arrière du sphinx, ressemble à une sorte de cage d'ascenseur parfaitement carrée menant à une impasse. Le puits D, quant à lui, découvert en 1926, se trouve à l'arrière du monument. Une branche du passage se termine environ 4,5 mètres sous le sphinx, et on ne sait pas si c'est réellement la fin. Le passage pourrait techniquement aller plus loin que la nappe phréatique, ayant peut-être été endommagé par des inondations au cours des 4500 dernières années. Un autre passage qu'on appelle littéralement le puits en forme de trou de serrure, ou bien keyhole shaft en anglais, mène à environ 1,8 m sous le sphinx.
Et au fond de ce dernier, des archéologues ont trouvé un gros morceau de basalte, dont un côté était complètement lisse. Ce morceau de basalte semble avoir été un mur à un moment donné, peut-être une paroi intérieure d'une tombe. Certains pensent que les Égyptiens ont commencé à construire une tombe sous le Sphinx, mais ne l'ont jamais vraiment achevé. D'autres croient que ce morceau de basalte est une preuve de la mythique salle des archives. Et si vous ne connaissez pas la légende, elle est assez fascinante. Imaginez tout ce que vous savez sur la bibliothèque d'Alexandrie, doublez-le et enterrez-le sous le plateau de Gizeh avec une entrée qui se trouve sous le Sphinx. La salle des archives contiendrait prétendument tout le savoir accumulé par les anciens Égyptiens. Non seulement cela, mais il pourrait contenir des connaissances qui existaient même avant la civilisation égyptienne. Certains vont même jusqu'à faire des liens entre cette bibliothèque et les Atlantes, d'autres se focalisent sur les traces d'érosion pour suggérer qu'il est bien plus ancien que ce qui l'entoure. Mais au-delà de toutes les théories, la seule certitude que nous avons sur le Sphinx, c'est que nous sommes encore très loin d'avoir percé tous les mystères de ce monument d'exception. Le labyrinthe sous le Colisée. Il a fallu 14 ans à un archéologue allemand pour révéler les secrets cachés dans le labyrinthe souterrain sous le Colisée de Rome. Vous avez probablement une image en tête de ce à quoi ressemblait le Colisée il y a 2000 ans. Quand cette structure antique a été inaugurée en 80 de notre ère, elle avait un sol lisse, recouvert de sable, entouré de gradins pour les spectateurs qui s'élevaient aussi haut que les gladiateurs pouvaient lever les yeux. Et c'était peut-être le cas autrefois, mais bien sûr, ça ne l'est plus aujourd'hui. Lorsque vous visitez le Colisée et regardez en bas, vous voyez un dédale vertigineux de murs en ruine. Beaucoup ont comparé le fond du Colisée à une sorte d'empreinte digitale car les murs sont disposés en anneaux et en spirale aléatoire. Ce dédale, exposé aujourd'hui, faisait autrefois partie d'un espace secret du Colisée. À l'époque, il y avait un sol qui le recouvrait, et cet espace intérieur s'appelait l'hypogée, un labyrinthe de trappes, de tunnels secrets et de gladiateurs en sueur, prêts à affronter la mort dans l'arène. Cependant, quand je parle de trappes, c'est un peu plus compliqué. Heinz-Jürgen Beste, de l'Institut archéologique allemand à Rome, a recréé certains des mécanismes utilisés par les anciens Romains dans l'hypogée. Dans un endroit où il semble qu'il ne reste qu'un simple mur de pierre brisé, l'archéologue allemand a expliqué comment un ascenseur occupait autrefois l'espace. Une équipe d'ouvriers utilisait des leviers et des béliers pour soulever une cage contenant soit un ours, soit un léopard, soit un lion, en position juste sous le niveau de l'arène. La trappe était conçue de manière à ce qu'une rampe en bois puisse être insérée dans une fente permettant à l'animal de sortir facilement de sa cage pour grimper directement dans l'arène. Et ce n'est qu'un exemple de l'ingéniosité des mécanismes souterrains du Colisée. Lorsque Heinz-Jürgen Beste a commencé à étudier cet espace en 1996, personne ne l'avait jamais analysé auparavant. Le système souterrain entier avait été négligé pendant plus de 1500 ans. Et il n'y a pas eu de spectacle de gladiateurs depuis le 6e siècle. De plus, l'hypogée avait été remplie de terre, de gravats, de potagers et d'une énorme quantité de fumier animal. En réalité, pendant des siècles, le Colisée a servi pour toutes sortes de choses étranges. Des forgerons vivaient dans les passages voûtés, il y avait des changeurs de monnaie très louches, des fabricants de colle et même des prêtres sans abri. Heinz-Jürgen a également découvert des canaux d'évacuation antiques. Et vous savez certainement que le Colisée était autrefois inondé pour mettre en scène des naumachie, c'est-à-dire des batailles navales. Les machinistes romains retiraient le plancher de l'arène et des supports en bois pour créer un lac artificiel où des maquettes de navires de guerre pouvaient manœuvrer dans des eaux peu profondes. Ces reconstitutions navales ont continué jusqu'à la fin du 1er siècle de notre ère, lorsque les supports en bois ont été remplacés par des murs en maçonnerie, mettant fin à la pratique d'inonder le Colisée. Et au XIIe siècle, le Colisée a été brièvement transformé en forteresse pour des seigneurs de guerre. Et des guides pour pèlerins publiés à l'époque affirmaient que l'amphithéâtre était un ancien temple du soleil et conseillaient de l'éviter la nuit, car des nécromanciens y combattaient des démons. Au Moyen-Âge, les gens avaient même oublié à quoi servait le Colisée à l'origine. Pour eux, c'était un mystère. Et voici un petit bout d'histoire très surprenant. Au XVIe siècle, le pape Sixte Quint a tenté de transformer le Colisée en usine de laine, mais le projet sera très vite abandonné car il est mort en 1590. Et voici un autre fait très étrange. En 1643, un groupe de naturalistes a répertorié les plantes étranges qui poussaient dans les ruines du Colisée. Ils ont réussi à répertorier 337 espèces différentes de flore. Cela prouve que Mère Nature ne perd pas de temps pour reprendre son territoire. Et au début du 19e siècle, le sol de l'hypogée était enseveli sous près de 12 mètres de terre.
Et personne à l'époque ne savait à quoi servait ce labyrinthe souterrain. En 1813, des archéologues ont tenté de dégager le sol, mais ils ont échoué. Et en 1874, ils ont essayé à nouveau, et encore une fois, ils ont échoué. Ce n'est qu'à l'époque du dictateur italien Benito Mussolini que l'hypogée a été exposé pour de bon. Mussolini, connu pour son obsession de raviver la gloire de l'Empire romain, a fait dégager l'hypogée. Et ce fut alors que les trappes secrètes, les portes cachées et les tunnels creux ont été découverts. Enfin, en 2011, Heinz-Jürgen Beste a cartographié l'hypogée dans son intégralité. Il a reconstitué le fonctionnement des anciens mécanismes pour les spectateurs de l'arène. Mais il est tout à fait possible qu'il existe encore des tunnels et des chambres cachées sous le sous-sol du Colisée. Et pensez-vous qu'un jour nous découvrirons d'autres secrets enfouis sous cet emblème de l'Antiquité? Le portail alchimique. La porte alchimique ou le portail alchimique de Rivo d'Outry se dresse au milieu d'un jardin tranquille. On dirait l'entrée en ruine d'une chapelle détruite, mais cette porte est bien plus mystérieuse qu'on ne peut l'imaginer. On pense qu'il s'agit d'un portail, mais vers où? Elle est située dans le Latium, en Italie, dans la petite ville de Rivo d'Outry. L'origine de cette porte nous ramène au XVIIe siècle, une époque où la philosophie, la nature et la magie se mêlaient dans l'art de l'alchimie. Les alchimistes s'affairaient dans des laboratoires sombres, cherchant à transformer une substance en une autre. Souvent, ils tentaient de métamorphoser des substances sans grande valeur en or ou de découvrir les secrets de l'immortalité dans la pierre philosophale. Rivo d'Outry est une petite ville italienne dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Personne ne sait exactement quand elle a été fondée, seulement qu'elle existait déjà au XIIe siècle. Aucun événement historique majeur n'est lié à cette ville. Son unique moment de gloire, une gloire assez triste, fut lorsqu'il fut frappé par un tremblement de terre en 1948. Ce séisme détruisit une grande partie du village, réduisant beaucoup de bâtiments en décombres. La mystérieuse porte alchimique, cependant, survécut alors que tout le reste de la structure à laquelle elle était attachée fut détruit. Tout le bâtiment s'effondra et ce portail magique reste intact et est encore debout aujourd'hui. Les historiens pensent que le bâtiment original appartenait à la famille Niccolo qui en prit possession en 1757. Et avant eux, le bâtiment était la propriété de la famille Camicchiotti qui avait sculpté la porte environ 100 ans plus tôt, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Et en 1874, le bâtiment fut apparemment transformé en école pour femmes, puis démoli. Toutefois, la porte fut préservée et transportée vers un nouvel emplacement. Et après le tremblement de terre, la porte alchimique fut démontée et entreposée. 30 ans plus tard, elle fut réassemblée et érigée à nouveau à son emplacement original. Depuis lors, elle sert de portail menant un petit jardin public. Certes, la porte a une histoire bien mouvementée, mais qu'est-ce qui la rend si magique? Ce sont les gravures sur la porte qui la rendent si fascinante pour les scientifiques et les alchimistes modernes, s'il en existe. Les symboles inscrits sur la porte sont tous liés à l'alchimie, bien que celle-ci soit aujourd'hui considérée comme une pseudo-science. Hélas, personne n'essaie plus de transformer du plomb en or. Déchiffrer les symboles sur la porte est une tâche ardue. Ils sont anciens et leur signification est souvent très complexe. Cela dit, ces symboles ne semblent pas être liés à la transmutation matérielle. Au lieu de cela, son créateur semblait s'intéresser à la transformation humaine. Était-ce un vieux sorcier essayant de se transformer en chat? Pas exactement. Les symboles évoquent l'illumination. Et l'un des symboles les plus anciens sur la porte est le chrisme, aussi appelé le Chi-Rho, un symbole utilisé au tout début du christianisme, probablement avant qu'il n'adopte la croix. On y trouve également le symbole de la clé de voûte, représentant l'amour éternel du Christ. Des symboles extérieurs au domaine chrétien y figurent également, comme la figure à 2 têtes portant une couronne. Ce symbole représenterait Hermaphrodite, le dieu grec ancien, incarnant l'union des contraires. Il y a aussi des inscriptions latines, et l'une d'entre elles dit « De ma lumière à la tienne, de la tienne à la mienne ». Cela pourrait faire référence à la conversion du corps humain en esprit et de l'esprit en corps. Mais la porte menait-elle physiquement quelque part? Était-ce bel et bien l'entrée d'une chapelle, d'une maison ou quelque chose d'autre? On ne le saura peut-être jamais. Pour certains, l'alchimiste responsable de ces gravures connaissait les secrets de la transmutation humaine. Malheureusement, les secrets que possédaient ces anciens alchimistes concernant l'univers et la spiritualité humaine risquent de ne jamais être redécouverts par les gens modernes. Le plus grand trésor jamais découvert. L'une des plus grandes découvertes de trésors a eu lieu en 2011 dans l'État indien du Kerala, dans un ancien temple. 6 chambres scellées étaient restées intactes depuis des siècles. Personne ne savait ce qu'elles contenaient et pendant tout ce temps,
personne n'avait osé les ouvrir. À la suite d'une décision de la Cour suprême de l'Inde, les choses ont changé. La Cour ordonna l'ouverture des chambres scellées du temple Padmanabhaswamy. Les 5 premières chambres furent ouvertes par la force, et ce qu'elles contenaient dépassait l'imagination. On y trouva des trésors tels que des trônes en or, des collections de diamants et même une chaîne en or pesant plus de 450 kg. Ces richesses semblaient tout droit sorties d'un conte, et personne ne se doutait qu'un tel trésor se cachait là, attendant simplement d'être découvert. Et lorsque les autorités atteignirent la 6e porte, elles hésitèrent. Selon la légende, cette porte protège une chambre maudite. Elle est décorée de figurines représentant 2 cobras géants. On raconte que quiconque ose ouvrir cette porte sera frappé par un désastre inévitable. Une autre légende affirme que la porte ne peut même pas être ouverte, car elle aurait été magiquement scellée par des ondes sonores provenant d'un chant secret. Ce chant, récité parfaitement par un groupe de moines, aurait fait en sorte que la porte se scelle d'elle-même. Aujourd'hui, le seul moyen de l'ouvrir serait de recréer ce même chant, mais bien sûr, personne ne le connaît. Les autorités n'ont jamais tenté de forcer cette 6e porte. Et pourquoi le feraient-elles? Elles avaient déjà collecté assez de trésors dans les 5 autres chambres. Risquer de devenir la victime d'une ancienne malédiction ne semblait pas vraiment valoir la peine. Mais dans ce cas précis, certains faits pourraient être confondus avec des légendes. Ce qui est certain, c'est que le temple est l'un des plus anciens temples hindous du Kerala. Il aurait probablement été construit par la famille royale Travancore au 8e siècle de notre ère. Ce temple monumental est dédié au dieu Vishnu. On y retrouve une statue le représentant allongé dans une pose mystique appelée le sommeil cosmique. Et selon les récits, cette statue aurait été construite par un sage nommé Divakara Muni à qui Vishnu serait apparu en vision pour lui ordonner de l'ériger. Et tous ces faits sont vérifiables. Le temple est réel, la statue de Vishnu est réelle, tout comme les portes scellées et les trésors qu'elle renfermait. Forbes a déclaré que le trésor récupéré des 5 premières chambres valait, préparez-vous bien, 1000 milliards de dollars, ce que les Américains appellent 1 trillion ou en français 1 billion. Ce chiffre semble tout bonnement insensé. Mais Forbes a également déclaré quelque chose que vous ne voudrez pas entendre. Selon l'article de 2021, la 6e chambre aurait été déjà ouverte au moins 7 fois depuis 1990. L'auditeur général, Vinod Rai, aurait déclaré à la Cour suprême que cette porte avait été ouverte à plusieurs reprises. Et donc, la légende de la malédiction prend soudain un coup. Le laboratoire de Gustave Eiffel. En 1889, une merveille d'ingénierie et d'architecture s'éleva au-dessus de la ligne d'horizon parisienne. La tour Eiffel, cette rare illustration, qui est en vérité une coupe transversale, a été réalisée par le célèbre ingénieur Eugène Rouillard et montre le sommet de la tour. Impressionnant, n'est-ce pas? On peut y voir la plateforme principale d'observation, bondée de visiteurs vêtus de leurs élégants habits du 19e siècle. Une fois achevée, la tour Eiffel devint le bâtiment le plus haut de la planète. Mais ce que les premiers visiteurs, et même ceux d'aujourd'hui, ignorent souvent, c'est qu'au-dessus de cette plateforme se cache une porte secrète. Et derrière cette porte se trouve un appartement secret conçu par Gustave Eiffel lui-même. Plus fascinant encore est la raison derrière cette chambre cachée. Si elle servait indéniablement à recevoir des invités de marque, Eiffel voulait surtout un espace secret dédié à l'exploration scientifique. Et devinez-vous quel type d'expérience il menait là-haut? Heureusement, il ne s'agissait pas d'un savant fou cherchant à transformer la tour Eiffel en paratonnerre géant pour ressusciter des zombies. À la place, Eiffel utilisait la tour et cet appartement pour des expériences atmosphériques et astronomiques. Et lorsqu'il ne se consacrait pas à percer les secrets de l'atmosphère, il se détendait dans cet appartement étonnamment confortable et cosy. L'espace comprenait une salle à manger, un atelier, un salon, un piano, mais aucune véritable chambre à coucher. Personne ne sait si Gustave Eiffel a réellement dormi dans cet appartement, étant donné l'absence de lit. Il semble probable qu'il y venait uniquement pour travailler et recevoir des invités triés sur le volet. Eiffel, qui était un scientifique exigeant, n'ouvrait cet espace qu'aux esprits les plus brillants de la communauté scientifique de l'époque. Et parmi ses invités prestigieux figurait même un certain Thomas Edison, que vous reconnaîtrez très certainement. La pierre de fête disparue. Saviez-vous que les célèbres pyramides d'Égypte étaient autrefois ornées de pyramidions? Ces pierres de fête pointues étaient fabriquées en granit poli ou en une autre pierre spéciale et étaient parfois recouvertes d'or ou d'électrum, un alliage d'or et d'argent. On pensait qu'elles servaient de point de connexion entre le monde terrestre et les cieux. Mais voici le grand mystère. Presque tous ces pyramidions ont disparu. Mais où sont-ils passés? Ils étaient probablement très convoités par les pilleurs de tombes, mais ils étaient lourds et difficiles à déplacer.
De plus, il fallait grimper jusqu'au sommet de la pyramide pour les atteindre. Les pyramidions sont un véritable Graal pour les égyptologues et les archéologues. Ils étaient conçus pour représenter la pyramide primordiale, un ancien symbole de la création. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que cette pyramide originelle avait émergé des eaux cosmiques de Nun, le dieu de l'infini, apportant la vie à l'univers. Ça ne surprend donc personne qu'ils aient mis autant de soin à les concevoir. Durant l'ancien empire égyptien, vers 2600 à 2100 avant notre ère, les pyramidions étaient taillés dans des pierres fines comme le granit, la diorite ou le calcaire, puis recouverts d'or. Et à partir du Moyen Empire, ils furent également gravés de hiéroglyphes et parfois de symboles magiques. Le pyramidion de la pyramide noire d'Amenemhat III à Dachour est l'un des plus beaux exemples retrouvés. Il comporte des hiéroglyphes détaillés et un soleil ailé, symbolisant Ra, le dieu du soleil. Et à ce jour, les archéologues n'ont découvert que quelques pyramidions près des monuments qu'ils surmontaient autrefois. L'un des plus anciens a été mis au jour en 1982 sur la pyramide rouge de Snéfrou à Dachour. Il était fait de simple calcaire blanc sans aucune gravure, puis en 1991, un autre a été trouvé près de la grande pyramide de Khéops. Mais la grande question demeure, où est passé le pyramidion de la grande pyramide? À leur construction, les pyramides étaient recouvertes d'un revêtement de calcaire blanc brillant qui les faisait resplendir au soleil. Leur sommet était coiffé de pyramidions en électrum qui brillaient comme des joyaux. Celui de la grande pyramide a probablement été retiré et réutilisé pour un autre monument ou pour la construction d'un autre édifice. Mais les choses deviennent encore plus complexes lorsque l'on examine un relief ancien du complexe du pharaon Djedkaré-Isesi qui le montre suivant un pyramidion flottant devant lui, comme s'il lévitait pour le guider. Cette pierre sacrée semblait flotter, soulignant son rôle de connexion entre la terre et les cieux. L'historien arabe du Xe siècle, Abou Hassan Ali al-Massoudi, a même écrit que les Égyptiens de l'Antiquité avaient peut-être des techniques secrètes pour faire léviter les pierres. Mais cela suggère-t-il réellement une technologie avancée, ancienne et perdue, ou bien ce n'est qu'une interprétation? Les anciens maîtres de la Terre. Et si les humains préhistoriques n'étaient pas tous de simples hommes des cavernes, armés de massues et vêtus de pagnes? C'est ce que l'histoire traditionnelle semble nous enseigner. Cependant, de nombreuses preuves suggèrent que les anciens humains étaient peut-être bien plus sophistiqués que nous le pensons. Se pourrait-il que ces prétendus primitifs aient été en réalité des explorateurs avancés, des commerçants habiles, et peut-être même des astronomes et des artistes? L'une des plus grandes idées fausses sur la préhistoire est que les premiers humains ne comprenaient pas le monde qui les entourait. L'idée prédominante est qu'ils ont passé des milliers d'années à chasser, à cueillir, et à simplement essayer de survivre jusqu'à ce qu'ils entrent dans la révolution néolithique il y a environ 12 000 ans. Mais si tout ce qu'ils faisaient était chasser et cueillir, alors comment ont-ils réussi à s'établir dans des endroits comme l'Australie il y a environ 65 000 ans, bien avant l'existence des boussoles ou du GPS? Les humains ont traversé de vastes océans pour atteindre de nouvelles terres comme l'Australie et les îles de Micronésie. Ce type de voyage était un exploit considérable, surtout si l'on considère que l'Australie se trouve à des centaines de kilomètres de l'Asie du Sud-Est. Les premiers humains devaient donc maîtriser la construction des bateaux, la navigation en haute mer et la maîtrise des océans. Ils n'étaient pas seulement des nomades, mais de véritables explorateurs. L'évolution des humains préhistoriques ne s'est pas arrêtée à l'exploration maritime. Ils étaient également des commerçants aguerris, créant des routes d'échange qui permettaient de transporter des marchandises précieuses sur de très longues distances. Bien avant la route de la soie, il existait déjà les routes commerciales préhistoriques, comme la route du Jade en Chine, qui facilitaient les échanges d'objets précieux. Les archéologues ont retrouvé des objets de luxe dans des tombes à travers l'Europe, provenant de régions lointaines. Cela suggère donc que les anciens humains ne se contentaient pas de rester dans leur petite tribu. Ils communiquaient avec d'autres peuples, échangeant des objets comme le jade, l'obsidienne et les coquillages. Il est clair que ces premières sociétés savaient négocier, commercer, établir des liens, des compétences que nous considérons comme modernes. Les anciens humains prenaient aussi très au sérieux leur fascination pour le ciel. Ils ne disposaient pas de télescopes ni d'instruments pour comprendre les étoiles, mais ils utilisaient leur capacité d'observation. Prenons l'exemple de Stonehenge, avec ses pierres soigneusement alignées pour marquer les solstices, ou prenons comme autre exemple Nabta Playa en Égypte, un cercle de pierre plus ancien de 1000 ans que Stonehenge. Ces sites montrent que les anciens humains savaient suivre les événements célestes avec une précision impressionnante, suggérant une connaissance avancée de l'astronomie, mais aussi des mathématiques. Ils ne se contentaient pas d'admirer les étoiles, ils reconnaissaient les schémas et les enregistraient. Cela signifie qu'ils accordaient de l'importance à la mesure du temps et utilisaient probablement les étoiles pour planifier leurs activités, voire prédire les saisons
et les conditions météorologiques. Et parlons maintenant des mathématiques. Vous pourriez penser que les mathématiques ont commencé avec les Grecs ou les Égyptiens, mais certains des premiers exemples remontent bien plus loin. L'os d'Ishango, découvert près de la frontière de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, date d'environ 20 000 ans. Il est gravé de marques que beaucoup interprètent comme une forme d'arithmétique ou de nombre premier. De même, l'os de l'Ebombo, vieux de 4000 ans, porte 29 encoches et pourrait avoir aidé les femmes à suivre leur cycle menstruel grâce à un calendrier primitif basé sur les phases lunaires. Ces découvertes montrent et démontrent que les anciens humains pensaient déjà de manière abstraite et utilisaient les mathématiques pour comprendre et organiser leur vie. Ils ne résolvaient peut-être pas des équations de calcul intégral, mais ils n'étaient certainement pas ignorants en matière de chiffres. Et si un élément remet en question l'idée des humains primitifs, c'est bien leur art. La grotte Chauvet, en France, est un chef-d'œuvre de l'art préhistorique datant d'environ 35 000 ans. Ces murs sont recouverts de peintures réalistes de rhinocéros, de lions et de bisons, dessinées avec une précision et une maîtrise de la perspective remarquable pour l'époque. Et puis, il y a l'homme-lion, une petite figurine trouvée en Allemagne et vieille d'environ 41 000 ans. Sculptée dans de l'ivoire de mammouth, cette statuette représente un corps humain avec une tête de lion, ce qui pourrait avoir eu une signification spirituelle ou chamanique. Imaginez un peu le temps et le talent nécessaires pour sculpter une telle figure. Il est évident que les premiers humains ne faisaient pas que survivre, mais qu'ils s'exprimaient et créaient des œuvres empreintes de sens profond. Mais peut-être que l'exemple le plus fascinant de l'art ancien est-il le chaman des Trois Frères, aussi connu sous le nom de chaman dansant. Dans la grotte ornée des Trois Frères, l'une des 3 grottes du Volpe dans le département de l'Ariège en France, il représente un homme avec une tête et des bois de cerf. Certains pensent qu'il s'agit d'un chaman effectuant un rituel pour se connecter à l'esprit des animaux et assurer une chasse fructueuse. D'autres y voient l'une des premières représentations d'une divinité, une preuve que les premiers humains avaient déjà une notion du surnaturel. Mais alors, nos ancêtres préhistoriques étaient-ils réellement primitifs ou bien avaient-ils une vie sophistiquée en équilibre avec la nature? Les astronomes de la tribu Dogon. Comment une tribu isolée, sans télescope ni science moderne, a-t-elle pu connaître des détails complexes sur le système stellaire de Sirius? Des connaissances que nos meilleurs astronomes n'ont découvert que relativement récemment. L'ancienne tribu Dogon du Mali a attiré une attention mondiale pour ce mystère stupéfiant. Le savoir très avancé des Dogon en astronomie intrigue les scientifiques depuis des décennies. En 1946 déjà, les anthropologues français Marcel Griol et Germaine Dieterlen entreprirent une étude approfondie des Dogon. Et pendant 4 ans, ils gagnèrent la confiance des Hogans, les chefs spirituels de la tribu, qui finirent par leur révéler certains de leurs secrets sacrés ancestraux. L'un de ces secrets concernait Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel. Sirius est visible sans télescope, et le plus étonnant, c'est que les Dogon ne se contentaient pas de connaître son existence. Ils parlaient aussi de son compagnon caché, Sirius B. Cette étoile est une naine blanche, si proche de Sirius A qu'elle est invisible à l'œil nu, et elle n'a même pas été observée par les astronomes modernes avant le 19e siècle. Mais alors, comment les Dogon pouvaient-ils savoir qu'elle existait? C'est une question à laquelle les scientifiques aimeraient trouver une réponse. Les Dogon affirmaient que Sirius B, qu'ils appelaient Potolo, était incroyablement dense, de couleur blanche, et qu'il suivait une orbite elliptique de 50 ans autour de Sirius A. Et devinez quoi? La science moderne a confirmé chacune de ces affirmations. Encore plus étrange, il décrivait Potolo comme l'une des étoiles les plus lourdes, avec une densité calculée plus tard à environ 20 000 tonnes par mètre cube. Selon la tradition Dogon, ce savoir ne reposait pas sur de simples suppositions. Les Dogon expliquaient leurs connaissances astronomiques à travers les récits des Nomos, une race amphibienne venue d'au-delà des étoiles. D'après ces légendes, les Nomos seraient descendus du ciel, apportant non seulement une connaissance approfondie de l'univers, mais aussi une sagesse qui a façonné la culture Dogon. On peut voir les Nomos comme une sorte d'enseignants cosmiques venus sur Terre. Et le mystère est de savoir si ces légendes sont fondées sur des vérités. Mais ces mystères ne s'arrêtent pas à Sirius. Les Dogon semblaient aussi savoir que Jupiter possède 4 lunes principales et que Saturne a un système d'anneaux, des faits que nous n'avons confirmés qu'avec des télescopes modernes. Ils décrivaient également la Voie lactée comme une spirale, un détail que très peu de cultures comprenaient avant les avancées scientifiques modernes. Mais alors, que se passe-t-il? Les Dogon ont-ils réellement acquis ces connaissances grâce à des visiteurs célestes? Eh bien, certains sceptiques avancent que Marcel Griol et Germaine Dieterlen
ont peut-être mal interprété les traditions dogones, comme Susan Bleyer, qui a critiqué leurs travaux, suggérant que leur interprétation des traditions dogones pourrait être influencée par des contacts avec des Européens ou des erreurs d'interprétation. Mais même cela n'expliquerait pas comment les Dogones possédaient des détails aussi précis, allant jusqu'à la période orbitale de Sirius B. Le pigeon à vapeur d'Archytas. Il y a près de 2500 ans, un philosophe grec nommé Archytas eut une idée si extraordinaire qu'elle impressionnerait encore les ingénieurs d'aujourd'hui. Archytas était mathématicien, astronome, chef militaire et même un ami de Platon. Mais l'un de ses exploits les plus incroyables fut la création d'une machine volante autopropulsée qu'il appela le pigeon volant. Cette invention est considérée comme l'un des premiers automates de l'histoire. Vous vous demandez sûrement comment Archytas a-t-il réussi à faire voler un objet sans moteur ni électricité. Eh bien, voici la partie fascinante. Son invention fonctionnait grâce à de la vapeur. Il conçut ce pigeon en bois, lui donnant des ailes et une pointe frontale en forme de bec afin qu'il puisse mieux fendre l'air. À l'intérieur, il aménagea un espace creux pour y installer un minuscule moteur à vapeur. Ce petit oiseau à vapeur aurait été capable de parcourir plusieurs centaines de mètres dans les airs. Le pigeon volant d'Archytas aurait sans doute eu une apparence étrange à nos yeux, mais à l'époque, il devait sembler magique, ou peut-être même relever de la sorcellerie. Archytas était un mathématicien passionné, persuadé que tout dans l'univers pouvait être expliqué par les mathématiques, y compris le vol. Son désir de comprendre le monde à travers les nombres l'amena à enseigner les mathématiques aux plus grands esprits de la Grèce antique. Ce pigeon à vapeur était sa manière d'explorer les principes du vol et de comprendre comment les oiseaux réussissaient à rester dans le ciel. On pourrait même dire que c'était la première véritable recherche sur l'aérodynamique dans le monde antique. Mais le pigeon volant n'est qu'un exemple de son génie inventif. Dans sa ville natale de Tarente, il était un leader respecté et servi comme commandant en chef pendant 7 ans. Un exploit exceptionnel pour l'époque. Sa réputation de stratège brillant lui permit d'unifier les cités grecques locales pour faire face aux menaces extérieures. Fervent adepte des idées pythagoriciennes, il considérait les mathématiques comme la vérité ultime et les divisait en différentes branches telles que la géométrie, la musique et l'astronomie. Et malgré sa brillante carrière, la vie d'Archytas se termina de façon tragique. Il mourut lors d'un naufrage en 347 avant notre ère. Selon la légende, son corps resta sans sépulture jusqu'à ce qu'un marin bienveillant le recouvre de sable. Il voulait ainsi éviter à son âme d'errer dans l'au-delà pendant 100 ans. Mais même dans la mort, Archytas laissa un héritage qui perdure depuis des millénaires. Ses inventions, et en particulier son célèbre pigeon volant, ouvrirent la voie aux ingénieurs et aux penseurs futurs pour rêver du vol. Il y a même un cratère sur la Lune qui porte son nom. Le pigeon volant d'Archytas n'était peut-être qu'un tout petit bond en avant pour les inventions humaines, mais il ouvrit tout un nouvel horizon pour la compréhension du mouvement et de la mécanique. La médecine avancée du monde antique. Imaginez vivre dans un monde où au lieu de consulter un médecin en cas de maladie ou de blessure, les gens se tournaient vers les dieux et les temples. Dans l'Antiquité, la médecine n'était pas seulement une science, c'était un mélange de rites, de croyances et de savoirs médicaux surprenants. Des Grecs aux Égyptiens, en passant par les Mésopotamiens et les Romains, les civilisations anciennes pratiquaient une médecine souvent en avance sur son temps. Mais commençons par la Grèce antique, où l'on croyait que le dieu Asclépios avait le pouvoir de guérir. Les temples, appelés Asclépieion, souvent situés dans des endroits paisibles et magnifiques, servaient de sanctuaires de guérison. Les gens voyageaient pendant des jours pour y arriver, espérant des miracles. Ces centres de soins proposaient des bains, une alimentation saine et des espaces de repos et de méditation. Un peu comme des retraites bien-être modernes. Mais contrairement à aujourd'hui, les visiteurs faisaient aussi des offrandes et des sacrifices sur des autels dédiés à Asclépios. Les archéologues ont découvert des ex-voto anatomiques, de petites sculptures représentant des parties du corps que les malades déposaient en prière pour la guérison de leurs blessures ou maladies. Ce mélange de rituels et de soins médicaux a posé les bases des pratiques médicales grecques. C'est à cette époque qu'apparut Hippocrate, considéré comme le père de la médecine moderne. Il ne se contentait pas de pratiquer la médecine, mais il la révolutionna. Il introduisit des principes qui nous semblent aujourd'hui évidents. Les médecins doivent suivre un code éthique, ils doivent garder les informations des patients confidentielles, ils doivent observer et enregistrer les symptômes avant d'établir un diagnostic. Hippocrate croyait que les maladies avaient des causes naturelles et non des origines divines. Pour lui, un esprit sain et un corps sain étaient essentiels à la bonne santé. Ces idées inspirèrent des traitements axés sur l'alimentation,
l'exercice et la santé mentale, des concepts toujours d'actualité aujourd'hui. Les Égyptiens possédaient aussi des connaissances médicales très sophistiquées. Les médecins égyptiens créaient des traitements complexes qu'ils enregistraient sur des papyrus. Ils utilisaient des plantes, des minéraux et même du miel pour soigner les infections. Le miel servait d'antiseptique naturel, tandis que d'autres herbes étaient utilisées pour réduire l'inflammation ou traiter certaines maladies. Les Égyptiens pratiquaient aussi la chirurgie. Les archéologues ont trouvé des preuves d'amputation et même d'opération du cerveau. Ils fabriquaient aussi des prothèses comme des orteils en bois pour les patients ayant perdu un membre. Et certains de leurs outils ressemblaient étonnamment aux instruments modernes, scalpels, pinces et même des garrots pour contrôler le flux sanguin. Les Égyptiens avaient une connaissance impressionnante du corps humain. Ils se servaient du lin pour suturer les plaies et réparer les os cassés. Ils furent également les tout premiers à décrire des maladies comme le diabète et le cancer, des siècles avant que la médecine moderne ne développe des termes similaires. Et les Romains n'étaient pas moins avancés. L'un de leurs médecins les plus célèbres, Claude Gallien, étudia à Pergame et devint un chirurgien très compétent. Il développa des techniques pour la chirurgie de la cataracte et donna des conseils sur l'hygiène, insistant sur la propreté des salles d'opération, ce qui réduisait les infections. Et en Mésopotamie, la médecine était un travail à deux. Le médecin s'occupait des maladies physiques et l'exorciste se chargeait de la guérison spirituelle car on croyait que certaines maladies avaient des causes surnaturelles. Les médecins mésopotamiens comprenaient aussi que les maladies pouvaient se propager et pratiquaient même des évacuations lors d'épidémies. Ils réalisaient de nombreuses chirurgies et procédures très avancées, mêlant science et superstition. Et même si leurs pratiques incluaient des éléments magiques, ils étaient bien plus avancés que l'on pourrait imaginer. Aliens, mastodontes et dents en métal. Cet étrange objet est-il hors du temps ou hors de l'espace, ou est-ce simplement une dent métallique cassée provenant d'une pelleteuse? On pourrait croire que la réponse est évidente. Mais attendez un peu, l'artefact d'Ayoud est un mystérieux objet en aluminium qui intrigue depuis 1974. C'est cette année-là que des ouvriers travaillant à Ayoud, en Roumanie, creusaient tranquillement lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'étrange. Aux côtés d'ossements de mastodontes enterrés à environ 10 mètres de profondeur dans un sol sablonneux, ils ont trouvé un étrange objet en forme de cale. Ce morceau de métal pèse environ 2,8 kg et il a été acquis par le musée d'histoire de Transylvanie. On pourrait penser qu'un tel musée regorge d'étranges artefacts vampiriques, mais apparemment non, je suis déçu. Et ils ont simplement rangé l'artefact d'Ayoud dans un coin, comme un gâteau de fruits confits oublié qui devient trop dur pour être mangé. Mais en 1995, un éditeur d'un magazine roumain sur les ovnis a redécouvert l'objet. Mais pourquoi un passionné d'ovnis fouillait-il dans les archives d'un musée? Je vous avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Des recherches peut-être? Ou était-ce une année creuse pour les observations d'ovnis en Roumanie? Mais en tout cas, il aura eu le mérite de mettre les lumières sur l'objet. Et des tests scientifiques ont montré que l'objet est fabriqué à base d'aluminium. Jusqu'ici, rien d'étonnant, vous allez me dire, mais il y a un tout petit problème. L'aluminium a été produit sous forme pure qu'au 19e siècle. Or, il a été trouvé à côté d'ossements de mastodontes, une espèce éteinte bien avant le 20e siècle. Les spéculations ont alors explosé. Serait-ce un artefact alien ou peut-être même une preuve du voyage temporel? Certains se demandaient même si la Terre n'était pas une sorte de station-service intergalactique et si un vaisseau extraterrestre n'avait pas perdu un morceau de sa coque. Mais comment expliquer autrement un bloc d'aluminium qui semble avoir des dizaines de milliers d'années? Eh bien, il existe une explication plus rationnelle. Mettons un instant de côté les théories extraterrestres, les scientifiques ont proposé une explication plus terre-à-terre. L'artefact d'Ayoud ressemble étrangement à une dent d'excavatrice moderne, c'est indéniable. Et l'analyse métallurgique va révéler que l'objet est fabriqué en duralumine ou bien duralium, un alliage moderne connu pour sa résilience et sa résistance à la rouille. Et petit fait intéressant, l'aluminium ne produit pas d'étincelles, ce qui en fait un choix parfait pour les équipements miniers utilisés dans des environnements inflammables. Or, la Roumanie comptait de nombreuses mines au 19e et au 20e siècle. L'application pourrait donc tenir la route. Mais alors, pourquoi l'objet semble-t-il si ancien? Eh bien, c'est à cause de l'oxyde d'aluminium, ou bien alumine, une patine qui peut se former très rapidement, créant une sorte de couche blanche créeuse en un rien de temps. Ajouter un sol salin ou acide, un objet métallique moderne peut rapidement sembler vieux de plusieurs millénaires. Et, car il y a toujours un mais, comment expliquer que cet objet en aluminium se soit retrouvé parmi des ossements de mastodontes? Dire que l'objet est issu d'une machine moderne n'explique en rien son emplacement dans une couche géologique aussi ancienne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'artefact d'Ayoud est considéré comme un noupart, c'est-à-dire un objet qui ne devrait pas être là, qui est hors contexte,
ou bien encore appelé artefact anachronique. Mais vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi quelqu'un ne l'a pas déjà daté au carbone 14. Eh bien non, l'aluminium ne peut pas être daté au carbone 14, mais bien tenté quand même. Il existe bien des techniques pour analyser les patines, mais cela nécessite des études détaillées et un accès à l'objet. Problème, l'artefact d'Ayoud est aujourd'hui porté disparu. Et tous ceux qui ont eu la chance d'examiner l'objet ou d'enquêter en sont sortis avec plus de questions que de réponses. Qui l'a enterré là et pourquoi était-il avec des ossements de mastodonte? Les dinosaures qui marchaient sur des murs. Les dinosaures grimpaient-ils réellement aux murs dans la Bolivie préhistorique? Ce pays d'Amérique du Sud abrite les traces de dinosaures les plus folles que vous puissiez imaginer. Bienvenue à Calorco, en Bolivie, où des scientifiques ont trouvé des traces de dinosaures hors de leur contexte habituel. Plutôt que d'être simplement au sol, les empreintes ont été découvertes sur un mur presque vertical. Bon, je vous rassure, il est très peu probable que des dinosaures se soient mis à faire de l'escalade. Mais ce qui ressemble à une séance de gymnastique jurassique préhistorique résulte en réalité d'un phénomène géologique exceptionnel survenu il y a des millions d'années. Ce qui est aujourd'hui un mur était autrefois une vaste zone boueuse aux abords d'un lac où les dinosaures laissaient leurs traces. Et au fil du temps, des cendres volcaniques ont préservé ces empreintes comme des paparazzis de la nature. Puis, les mouvements des plaques tectoniques ont brutalement incliné cet ancien lit de lac pour former une falaise, une piste d'atterrissage verticale instantanée. C'est une explication parfaitement logique pour quelque chose qui semble fantastique. Et les paléontologues ont dénombré pas moins de 5055 empreintes appartenant à au moins 15 types différents de dinosaures. Je parle ici de T-Rex, de cératopsiens, de titanosaures, etc. Il y avait énormément d'activités et toutes ces empreintes ont été trouvées sur un mur vertical, découvert non pas par des scientifiques armés de pinceaux et de pelles, mais par des ouvriers de la Compagnie nationale de ciment de Bolivie en 1985. Mais avançons jusqu'en 1994, quand des opérations minières ont révélé l'ampleur totale du mur, transformant l'ensemble en une mine d'or paléontologique. Toute cette histoire semble incongrue, comme si les dinosaures tentaient d'imiter Spider-Man, mais il s'agit en réalité d'un simple subterfuge de notre belle Terre. Et si jamais vous vous rendez en Bolivie, assurez-vous de visiter ces murs de dinosaures. Les traces remontent à environ 68 millions d'années. Le royaume des crânes de cristal. Quelle est la véritable histoire derrière les légendaires crânes de cristal? Ils étaient assez cool pour figurer dans un film d'Indiana Jones, alors il faut absolument en savoir plus sur eux. Il était une fois, au beau milieu du 19e siècle, une Europe obsédée par les cultures anciennes, bien plus qu'aujourd'hui. Dans une ville allemande appelée Idar Oberstein, quelques individus ingénieux décidèrent de fabriquer des crânes en quartz et de les présenter comme de véritables artefacts antiques. Cela signifie-t-il que les crânes cristal aztèques n'ont pas été fabriqués par des Aztèques? Eh bien, à Paris, en 1881, le marchand d'antiquités français, Eugène Boban, qui devait sans doute faire tournoyer sa moustache, tenta de vendre un crâne de cristal en tant qu'artefact aztèque. Mais le Musée national du Mexique n'était pas dupe, tant littéralement que figurativement. Le crâne atterrit dans les mains de Tiffany & Co, qui le vendit ensuite au British Museum en 1897. Le British Museum conclut que l'objet était très intéressant, mais définitivement pas antique, puisqu'il était fait de quartz provenant du Brésil ou de Madagascar, deux régions que les Mésoaméricains n'avaient jamais visitées. Mais le crâne du British Museum n'est qu'un seul parmi tant d'autres, et bien qu'il existe aussi le fameux crâne de Mitchell Hedges, soi-disant découvert au Belize en 1924 par Anna Mitchell Hedges. Ce crâne, censé posséder des pouvoirs mystiques et être ancien, semble avoir été taillé avec des outils modernes, comme des perceuses rotatives. Anna affirmait avoir trouvé le crâne enterré sous un hôtel effondré à Lubantun. Mais apparemment, personne n'a vu Anna découvrir le crâne et aucun témoin n'a rapporté l'avoir vu sur le site. Mais ce qui est encore plus suspect, c'est que le père d'Anna, qui n'était autre que Mitchell Hedges, un célèbre romancier et aventurier, avait très certainement, selon des preuves récentes, acheté le crâne lors d'une vente aux enchères de Sotheby's en 1923, puis sa fille s'en est servie pour se donner l'air de la reine des archéologues. Cela ne signifie pas nécessairement que le crâne n'est pas un véritable objet mystique. Son origine avant la vente aux enchères reste inconnue. Et le restaurateur d'art Frank Dorland affirmait, en inspectant le trésor, qu'il n'avait trouvé aucune trace de rayure produite par une technologie primitive, bien qu'il ait détecté un meulage mécanique sur les dents. Frank Dorland avançait que le crâne pouvait être vieux de 12 000 ans. Certains pensent que sa composition en quartz peut guérir des maladies, provoquer des visions ou prédire l'avenir. D'ailleurs, Anna prétendait également que le crâne avait prédit l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Attendez,
Elle avait vu l'assassinat de Kennedy et n'aurait prévenu personne. Et il existe encore d'autres affirmations incroyables concernant ces crânes. Des théories sur l'Atlantide, les extraterrestres et même des prédictions apocalyptiques du calendrier Maya. Apparemment, réunir 13 crânes mystiques aurait permis d'arrêter la fin du monde, mais celle-ci n'est jamais survenue. Vous savez, celle qui était prédite en 2012. On trouve des crânes un peu partout. Mais la difficulté réside dans le fait que certains semblent authentiques, tandis que d'autres sont manifestement des contrefaçons provenant d'Allemagne. Il y a tellement de faux que personne ne sait quel crâne pourrait être de véritables exemples de technologie préhistorique. Mais en 2008, des scientifiques ont décidé de prendre la question très au sérieux. Et à l'aide de microscopes électroniques et de cristallographie aux rayons X, ils ont confirmé que les crânes étaient fabriqués avec des abrasifs modernes, tels que des outils revêtus de diamants ou de carbure de silicium. Mais ces crânes ont-ils été fabriqués par des humains modernes ou par des anciens humains dotés d'outils modernes? Bon, vous vous doutez très certainement déjà de la réponse. Des fossiles humains de l'ère des dinosaures. Comment vous sentiriez-vous face à un fossile humain si ancien qu'il aurait pu participer à un bal de dinosaures il y a 130 millions d'années? En 2016, un simple coup de téléphone a déclenché une histoire incroyable mêlant découverte de fossiles, controverses scientifiques et plus de rebondissements qu'un film de science-fiction. Et devinez quoi, vous allez embarquer dans cette aventure avec moi. Ashley Cowie, célèbre auteur de plus de 2000 articles sur l'archéologie et la science, était loin de s'attendre à ce qu'un simple appel allait changer sa vision de l'histoire. En octobre 2015, lui et son équipe de documentaires grimpaient dans les montagnes colombiennes en route pour rencontrer le professeur Jaime Gutiérrez Lega. Mais attention, ce n'était pas un professeur ordinaire. Son domicile n'était pas une simple maison de montagne. C'était un véritable coffre-fort rempli de trésors archéologiques. Le professeur Gutiérrez, l'un des plus grands architectes et designers de Colombie, les a accueillis à bras ouverts. Son amour pour l'histoire transparaissait dans chaque pièce de sa maison, qui servait aussi de musée privé. Et parmi les objets de sa collection, on trouvait des statues de dieux anciens, des urnes funéraires, des bijoux précolombiens et des outils vieux de milliers d'années. Mais au centre de tout cela trônait la star de toute cette histoire. Un fossile humain. Ce fossile étrange était incrusté de coquillages, comme s'il avait reposé sous l'eau pendant des millions d'années. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est qu'il contenait des os longs, ce qui ressemblait fortement à des articulations de mains humaines. Le professeur Gutiérrez a alors pointé une partie du fossile et a déclaré « Ce sont des phalanges humaines. Le hic, les humains, ou même leurs plus lointains ancêtres, n'existaient pas il y a 130 millions d'années. » Les tout premiers primates, nos ancêtres les plus éloignés donc, n'ont fait leur apparition qu'après l'extinction des dinosaures il y a environ 66 millions d'années. C'était l'équivalent de trouver un smartphone dans la tombe de Toutankhamon. Impossible. Alors, était-ce une véritable découverte ou juste un canular bien ficelé? Le professeur Gutiérrez a juré que son fossile était authentique. Selon lui, il avait découvert lui-même en 1999, enfoui dans une couche de roche crétacée près de la ville de Bogota, en Colombie, et il disposait même de photos en noir et blanc de l'excavation. Mais quand on lui a demandé si le fossile avait été vérifié scientifiquement, son histoire a commencé à se fissurer. Selon le professeur Gutiérrez, deux scientifiques avaient examiné le fossile, Dr Kent Hovind et le Dr Carl Bohr. Mais le problème, c'est que ces deux hommes ne sont pas vraiment reconnus par la communauté scientifique traditionnelle. Le Dr Kent Hovind est un créationniste convaincu, célèbre pour avoir défendu l'idée que la Terre n'a que 6000 ans. Il a même dirigé un parc à thème chrétien avant d'être condamné pour fraude fiscale. Et le Dr Carl Bohr, lui, est persuadé que les hommes et les dinosaures ont cohabité parce que la Bible le dit. Mais alors, qu'en disent les scientifiques sérieux? Trois paléontologues reconnus, le Dr Peter Pritchard, le Dr Peter Meylan et le Dr Walter Joyce, ont examiné le fossile. Et leur verdict est tombé. Ce n'est pas une main humaine, c'est un membre de tortue marine préhistorique. Et sur le papier, une tortue marine et un être humain, ça n'a pas vraiment grand-chose en commun. Mais en regardant de plus près, il y a des similarités surprenantes. Les tortues ont le même nombre de phalanges que les humains. Le ossements peuvent parfois ressembler à des articulations de mains, mais le détail qui a trahi le fossile, c'était la structure des os. Les nageoires de tortues ont des os ronds et saillants, tandis que les doigts humains sont plus allongés. Les experts n'ont pas eu besoin de plus d'indices. C'était clairement un membre de tortue et non une main humaine fossilisée. Mais quand Ashley Cowie a rapporté ses résultats au professeur Gutiérrez, celui-ci n'a pas vraiment changé d'avis. Il reste convaincu que les scientifiques se trompent et que son fossile est une preuve d'une humanité oubliée. Mais que l'on parle d'une main humaine ou d'une nageoire de tortue, ces fossiles nous rappellent une chose essentielle. L'histoire n'est pas juste une série de faits, mais un puzzle.
et il manque souvent quelques pièces. Carrefour ferroviaire préhistorique, embouteillage antique ou énigme cosmique, cette découverte réalisée à Malte est vraiment impressionnante. Malte est une île magnifique en Méditerranée, dotée d'un paysage splendide et d'une ambiance ultra détendue. Elle abrite une série de lignes parallèles gravées en profondeur dans un calcaire solide, zigzagant à travers le terrain comme d'anciens rails de chemin de fer devenus fous. Certains ont même remarqué des similitudes entre l'agencement de ces voies anciennes et Clapham Junction au Royaume-Uni. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que certaines de ces rainures, appelées Misra, Gar Il-Kbir, s'arrêtent net. Elles débouchent sur des falaises ou plongent directement dans la mer. Si cela n'évoque pas le mystère, je ne sais pas ce qui le ferait. Alors, quel est le secret de ces traces? Les conducteurs maltais de l'Antiquité faisaient-ils du tout-terrain avec leurs chars ou laissaient-ils derrière eux quelque chose de bien plus complexe? Ces traces semblent littéralement déraillées. On les voit se croiser sur les îles maltaises de Malte et de Gozo. Malte est à la fois le nom de la nation et celui de son île principale. Or, ces traces se trouvent sur deux îles différentes, ce qui est déjà quelque part suspect. La première chose à savoir, c'est que ces rainures ne sont pas de simples éraflures de surface. Certaines atteignent des profondeurs allant jusqu'à 50 cm et s'étendent sur environ 1,40 m l'une de l'autre, soit approximativement la largeur d'une voiture moderne, bizarrement. Mais à quel point juste ces traces sont-elles anciennes? Eh bien, les théories sur leur origine sont aussi variées que vos théories du complot préférées. Certains disent qu'elles auraient été laissées par des colons siciliens vers 2000 avant notre ère, tandis que d'autres pensent que les Phéniciens y sont impliqués vers le 7e siècle avant notre ère. Et puis, il y a Graham Hancock, l'amateur de mystères antiques un peu trop passionné, qui affirme que ces traces ont été délibérément taillées avec des outils et non créées par des roues. Ces traces pourraient-elles faire partie d'une super autoroute de l'âge du bronze? Peut-être y a-t-il un autre indice dans ce mystère. Certaines rainures mènent directement dans la mer, disparaissant sous l'eau comme une autoroute atlante préhistorique. Ont-elles été construites à une époque où le niveau de la mer était plus bas, ou bien les anciennes civilisations pluriculturelles avaient-elles une passion pour les chars amphibies? L'archéologue Anthony Bonanno suggère que ces rainures pourraient être reliées au célèbre temple mégalithique de Malte, qui sont plus anciens que les pyramides et Stonehenge. Il pense que ces sillons servaient à transporter d'énormes blocs de pierre vers les temples, à la manière des méthodes de construction possibles de Stonehenge. Cependant, il y a un hic. La plupart de ces rainures ne commencent ni ne se terminent aux abords des temples. Que pensez-vous de ce grand mystère maltais? N'hésitez pas à me laisser vos théories dans les commentaires si vous en avez. Et des archéologues pourraient avoir découvert les restes d'un deuxième sphinx en Égypte. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.